Oui, les élections sont toujours des moments de crispation. On le voit en Afrique, on le voit également dans ce qu'on appelle les grandes démocraties aux États-Unis. Mais la comparaison va s'arrêter là, parce que autant aux États-Unis, on a un pays où les institutions fonctionnent normalement, où les institutions jouent leur rôle normalement et qui ne sont pas forcément sous la dépendance de tel ou tel autre parti. Autant en Afrique, on se voit, on assiste à des mascarades d'élections. Le résultat de Alassane Ouattara est un résultat qui est indécent dans une démocratie qui se respecte. 94%, ça dit quelque chose. Soit personne n'a participé, soit les résultats ne peuvent révéler aucune crédibilité. Il y a un problème démocratique manifestement en Afrique. Prenons le cas de la Guinée et le cas de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était un chantre de la démocratie du temps où il était dans l'opposition. Souvenez-vous de l'ivoirité. On a agité la notion d'ivoirité pour l'écarter des élections et toute l'Afrique s'était vraiment levée comme d'un seul homme pour dire que non, la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Abdoulaye Wade également était dans le même cas. C'était un opposant très brillant, mais une fois arrivé au pouvoir, il y a comme une sorte de transformation qui se joue en ces personnes-là, qui leur fait oublier l'ensemble des engagements et des principes qu'ils ont pu défendre du temps où ils étaient dans l'élection. Alassane Ouattara, personne n'aurait pu croire qu'il briguerait un troisième mandat. C'était le cas également de Abdoulaye Wade. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question d'aménagement d'une constitution qui autorise ou qui n'autorise pas. La démocratie, ce n'est pas que des règles. La démocratie, ce n'est pas que des institutions qui sont organisées par une matière assez abstraite qu'on appelle le droit. La démocratie, c'est également des valeurs, c'est des principes, c'est également de l'exemplarité. Aujourd'hui, nos présidents africains doivent se mettre dans cette posture d'exemplarité pour inscrire leur nom dans l'histoire. Ils ont un exemple qui n'est pas loin, c'est celui de Mandela. Mandela, au moment où il n'est plus président de la République, où il décide de ne plus briguer un mandat de président de la République, il est au sommet de sa popularité. Il aurait pu avoir des mandats à vie. Mais au-delà des textes, au-delà de sa popularité, il a voulu inscrire son nom dans l'histoire. Cette perspective historique-là, il me semble que beaucoup de présidents africains ne l'ont pas. Abdoulaye Wade aurait pu, en refusant de participer à un troisième mandat, inscrire son nom à jamais dans la belle histoire démocratique de l'Afrique. Et c'est lui-là qui a chanté la démocratie africaine pendant tant de temps. Donc, il y a ce problème-là. Mais c'est dû au fait que la perception que l'Africain a du pouvoir est une perception assez patrimonialiste, au sens où ils veulent intégrer le pouvoir dans leur patrimoine. D'ailleurs, dans les langues africaines, comme la langue wolof que je maîtrise le plus, le président de la République, il n'a pas de nom dans la langue wolof. On dit Borom Réumi. Donc on est toujours dans une logique de royauté. On dit que ce pays-là, il a un rapport de propriété il existe un rapport de propriété entre le président de la République et le pouvoir. Donc c'est cette perception-là, c'est cette conception-là qu'on a toujours du pouvoir. Et tant qu'on n'est pas délié de cette conception-là, on aura toujours ces problèmes démocratiques. Aux États-Unis, ce qui est en train de se passer révèle un peu une défectuosité démocratique aux États-Unis due à leurs institutions, à la rigidité de la Constitution, mais également au mode d'élection qui est en réalité une élection indirecte. C'est-à-dire les populations n'élisent pas directement le président de la République, ils le font à travers les grands électeurs. Donc il peut arriver des cas où une personne a plus de voix mais a moins de grands électeurs et donc perd les élections. Ce qui est une défectuosité démocratique parce que la démocratie, en quelque part, c'est la loi du nombre. Celui qui a plus de suffrages doit être président de la République. Al Gore avait plus de voix que George Bush et il n'a jamais été président de la République. Donc ça, c'est un problème de la démocratie américaine. Mais l'autre problème de la démocratie américaine qui est pointé par ces élections-là et qui avait également marqué les élections entre Bush et Al Gore, c'est le gouvernement des juges. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est une défectuosité démocratique que de donner le pouvoir de décision, d'élection du président de la République à un juge. Dites-vous bien qu'en Floride, entre Al Gore et George Bush, on avait arrêté le comptage. On avait tout simplement arrêté le comptage. Aujourd'hui, Donald Trump est en train de demander la même chose, qu'on arrête le comptage. Il est en train d'illégitimer un mode de vote, à savoir le vote par correspondance. Donc, et là, le risque ultime est que
les tribunaux fédérés, les tribunaux fédéraux et la Cour suprême aient son mot à dire jusqu'à désigner le président de la République. Ça, c'est un problème de démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, par le peuple, c'est que c'est le peuple qui élit le président de la République et non les juges. Et dites-vous bien que les juges, dans tous les pouvoirs qu'on a dans une démocratie, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, entre guillemets, il n'y a que le pouvoir judiciaire qui n'est pas en tant que tel un pouvoir. Les juges ne sont pas juges du fait d'une élection, donc du fait de la volonté du peuple, ils sont nommés. Donc à proprement parler, il s'agit d'une autorité judiciaire. Donc il ne faudrait pas que dans le processus démocratique, que ces juges-là puissent interférer dans les élections au point d'être les personnes qui élisent le président de la République. Ça pointe donc que la démocratie américaine a un certain nombre de problèmes. C'est une démocratie qui est vigoureuse, mais qui a également des lacunes du point de vue de la rigidité de la Constitution, parce que cette Constitution-là est rigide de telle sorte qu'il y a même des Américains qui vénèrent cette Constitution-là, et cette vénération fait qu'elle est un peu immuable. Or, c'est une Constitution qui date d'il y a 2 siècles, et donc qui gagnerait à évoluer au point d'intégrer les nouvelles évolutions dans la démocratie. Donc, vous suggérez des nouveaux amendements, par exemple, dans la Constitution? Oui, en tout cas, il faut un mécanisme par lequel on adapte cette Constitution. On ne peut pas aujourd'hui organiser le jeu démocratique de 2020 à partir d'un texte de 1770. C'est un peu problématique. Il faut qu'il évolue. Les textes juridiques doivent évoluer au gré des évolutions sociales, parce que le droit n'est rien d'autre qu'une génération sociale. Le droit organise les rapports sociaux, donc il doit se mettre au niveau de l'évolution des rapports sociaux. C'est vrai, baigner dans une ambiance axiologique qui fait qu'on détermine des valeurs qu'on veut protéger ou qu'on veut réprimer. Donc c'est une remise en cause du balance and checks, quoi. Le check and balance, là, le mécanisme de frein et de contrôle est un bon mécanisme. Est un bon mécanisme parce qu'on est dans une séparation rigide des pouvoirs aux États-Unis, une séparation rigide des pouvoirs, et pour que cette séparation rigide des pouvoirs fonctionne, il faut qu'on trouve des mécanismes collaboratifs. Et le mécanisme collaboratif, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait toujours des contre-pouvoirs au pouvoir d'un pouvoir, justement. Le Sénat doit avoir le contre-pouvoir de l'exécutif, à savoir le veto du président de la République, et le président de la République ne peut pas tout faire aux États-Unis parce que le Sénat a également un veto sur un certain nombre de décisions et valide notamment le budget et un certain nombre de choses. Donc le mécanisme de check and balance, il est bon. Rappelez-vous, Montesquieu nous disait que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Or, pour éviter cet abus-là, il faut un contre-pouvoir. Donc ce mécanisme-là de séparation des pouvoirs a été traduit aux États-Unis par un mécanisme souterrain qui est le check and balance, des freins et des contrepoids. Pourquoi? Pour avoir un équilibre. Les freins pour éviter qu'on aille aux extrémismes, le contrepoids pour permettre qu'on soit dans des rapports équilibrés entre tous les pouvoirs qui sont en jeu.